Et nous recevons ce soir Isabelle Hudon. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'ambassadrice du Canada en France. On va commencer par l'actualité avec notamment cette polémique aux États-Unis qui monte. Je vous pose la question parce que les États-Unis, c'est un pays voisin du Canada. L'administration Trump a pris une mesure controversée. Les enfants sont séparés de leurs parents qui n'ont pas de papier, les sans-papiers, ce qu'on appelle les illégaux, parfois aux États-Unis et au Canada. Est-ce que ça vous choque ? Oui, et ça me dérange profondément comme mère de famille, d'abord et avant tout. C'est déjà tout un acte de courage de quitter son pays, de tout laisser derrière pour espérer mieux pour soi et pour sa famille. Et dans ces moments très difficiles de voir, enfin, les images qu'on a vues, de voir les enfants séparés des parents, ça me trouble. Au Canada, pas de telles mesures ? Non, non. Alors, bon, on peut penser que les États-Unis ont leur raison de faire ainsi, mais les images sont franchement troublantes. Alors, depuis l'instauration des surtaxes douanières des États-Unis, notamment envers le Canada, il y a aussi le Mexique et l'Union européenne, les relations entre Washington et Ottawa sont tendues. Pascal Boniface le disait dans la première partie, avec des mots très durs de Donald Trump envers le chef du gouvernement canadien, Justin Trudeau. Que faut-il faire, selon vous, pour apaiser la situation entre les États-Unis et le Canada? Bien, il faut continuer à être à la table de négociation pour l'ALENA. Je pense également qu'il faut faire la différence entre ce qu'on voit publiquement à l'écran et les conversations qui se tiennent lors des négociations. Vous parlez des tweets, notamment de Donald Trump. Entre autres, il faut également savoir que toute cette turbulence crée énormément d'incertitudes pour nos entreprises. Nos entreprises exportatrices au Canada sont très dépendantes des États-Unis. Les entreprises réalisent que cette hyper-dépendance à un seul marché est probablement pas la bonne stratégie de croissance et de développement pour les entreprises. De là où le lien avec l'Europe et particulièrement la France gagne de la popularité et surtout avec le traité de libre-échange du CETA. Donc, pour nous, ça l'ouvre des portes, des opportunités et je pense que c'est à nous de sauter sur ces opportunités. Et moi, à titre d'ambassadrice, je veux bien sûr que nos entreprises canadiennes sautent sur ces opportunités et de voir plus d'entreprises canadiennes en France est l'un de nos objectifs. Bien sûr, de voir également les entreprises françaises investir davantage au Canada. La solidarité entre la France et le Canada. Alors, il n'y avait pas que la question commerciale et l'économie à Charlevoix, au Québec, lors de ce G7. Il était aussi beaucoup question de l'éducation des filles, notamment grâce à vous. Vous y étiez. Qu'en est-il au juste? Qu'avez-vous pris comme mesure? Donc, avec Melinda Gates, j'ai coprésidé un comité consultatif pour le G7, pour l'égalité des sexes. On a déposé un rapport avec plus de 100 recommandations qui tournent autour de 3 grands chapitres: la santé, la sécurité et l'éducation de nos filles et de nos femmes. Et le gouvernement canadien, sous le leadership du premier ministre Trudeau, avec la collaboration et la contribution de d'autres pays du G7, ont fait une annonce importante à la suite de notre dépôt de rapport. Plus de 4 milliards de dollars pour l'éducation des filles dans les pays en guerre ou dans les zones de conflit. Alors, bien sûr, quand on est entré dans la salle pour rencontrer les 7 leaders, on avait de grandes attentes et de recevoir une annonce aussi rapidement, on s'en réjouit. Alors concrètement, comment ça va se mettre en place? Où va aller tout cet argent? Et comment ça va se mettre en place, ces projets? Donc, principalement dans les zones de guerre et de conflit, avec des organisations locales sur le terrain, parce qu'on reconnaît l'importance des spécificités locales de chacune des zones. Principalement l'Afrique, on imagine l'Amérique latine, l'Asie, Haïti aussi? Oui, on n'est pas en manque de zones de conflit et zones de guerre. Alors, le G7, certains pays du G7 ont décidé de mettre la priorité sur ces zones et nous en sommes ravis. Alors, vous avez cité tout à l'heure Melinda Gates, qui est une philanthrope américaine. Alors, vous avez, s'agissant des femmes, fait un tweet ce matin. Vous dites « Nous avons tous des préjugés inconscients sur la place des femmes dans nos sociétés.
Quels préjugés? Bien, on a nos idées préconçues et bien installées en nous. J'ai dit qu'on aime croire que nous contribuons à forger la société ou à faire avancer la société, mais on se rend compte également que la société nous forge, bien contre nous des fois, et s'installe des idées, des préjugés ou plutôt des biais inconscients. En entreprise, par exemple, dans ma vie antérieure, on voyait très bien que, par exemple, on offre une promotion à un homme basé sur son potentiel et à une femme basée sur ce qu'elle a livré derrière elle. Alors, et d'en parler et d'évoquer ces biais inconscients nous fait réaliser qu'il faut changer la façon de discuter, de réfléchir et de décider. Et il faut avoir des femmes autour de la table pour réaliser cet objectif. Donner la parole aux femmes quand il s'agit donc de ces sujets. Le Canada va devenir le premier pays du G7 à légaliser le cannabis. Tiens, d'ailleurs, on dit G7 depuis tout à l'heure. Précisons que ce sont les 7 pays les plus riches, les plus industrialisés du monde. Je vous vois sourire. Les députés ont adopté hier le projet de loi, 205 voix contre 82. Alors, le Sénat devra désormais lui aussi valider ce texte, mais en principe, ça devrait passer. Les particuliers pourront cultiver jusqu'à 4 plants de cannabis à la maison. Et il y a 105 entreprises qui ont déjà reçu des autorisations pour cultiver la marijuana, la marijane. En quoi cette légalisation peut-elle être importante selon vous pour le Canada? Bien, c'est important parce que c'est l'un des premiers pays qui se penche sur ce dossier. Moi, je dois vous dire qu'à titre de mère de famille, j'ai toujours une difficulté à penser qu'on peut légaliser. En même temps, on le sait très bien, c'est consommé. Alors, le gouvernement a voulu mettre des paramètres et surtout ces paramètres autour de la consommation de cette plante. Alors, un cadre pour éviter, par exemple, le trafic de drogue aussi, le narcotrafic? Bien, pour contourner ce trafic-là, et on le connaît, le trafic de drogue. Je pense également que le Sénat a fait ses recommandations sur différents changements au projet de loi. On va voir dans les prochains mois comment cette loi va s'installer. Et c'est sûr qu'étant un des premiers pays, il va falloir s'ajuster et marcher avant de courir, je vous dirais. Alors tout à l'heure, on évoquait dans notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, un sujet dont on n'a pas forcément conscience ici en Europe, même si ça touche y compris les pays développés, la pauvreté des enfants. En quoi est-ce un fléau encore aujourd'hui au Canada? Est-ce qu'il y a des régions plus particulièrement touchées? Il y a des régions plus particulièrement touchées et il y a des communautés plus particulièrement touchées et particulièrement, et vous l'avez mentionné dans le reportage, les communautés autochtones qui sont à la fois dans des communautés plus éloignées des centres urbains et aussi qu'on a bousculé dans leurs valeurs et dans leur façon de faire et qu'on a délaissé trop longtemps. Et quand on regarde, d'ailleurs, on parlait d'éducation. Il y a un chiffre qui m'a marqué lors des conversations et des travaux du comité sur l'égalité des sexes, où aucun des 7 pays ne peut dire « nous, on a tout fait pour l'égalité des sexes ». Chacun des pays a encore beaucoup d'actions à mettre en place. Et sur le front de l'éducation, il y a une statistique qui dit que 4 Autochtones sur 10 arrivent à finir leur école primaire. C'est quand même très désolant quand 9 Canadiens sur 10 non autochtones réussissent à passer à travers leur étude primaire. C'est donc l'un des défis. Oui, il y a des défis, puis il faut lier la pauvreté également à l'éducation et à la santé, et tout est interrelié. Il y a d'autres communautés également qui souffrent de cette pauvreté infantile, mais il y a une reconnaissance du gouvernement, particulièrement autour des communautés autochtones. Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.